Je m'en vais rencontrer Mark Power, qui est l'avocat de la cause juridique menée par le conseil scolaire et la fédération des parents. Vous vous rendez compte qu'il s'appelle Mark Power? Mark Power! T'as pas un nom plus adéquat pour une profession d'avocat. Maître Mark Power. Bonjour Vincent. Merci de me rencontrer. Pareillement, pareillement. Merci d'être là. Toi, tu es un franco-ontarien. Tu es souvent nommé comme un des top 10 influenceurs francophones dans la francophonie canadienne. Année après année, c'est quelque chose quand même. C'est même toi qui as eu la brillante idée de demander à Protéine de faire une vidéo pour aider le CSF. Pourquoi on en parle? Parce que la cause est maintenant rendue à la Cour suprême du Canada. Boum! Parce qu'il y a une couple d'années, à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la juge a dit... La juge explique, en gros, écoutez, pourquoi dépenser beaucoup de sous sur les écoles de langue française quand les francophones vont s'assimiler de toute façon? Ah! Puis, oui, justement. Mais c'est comme dire, pourquoi assurer le respect des autres droits dans la Constitution, vu que vraiment les gens ne veulent pas vraiment? Mais voyons, il n'est que logique de mettre en œuvre la Constitution puis de permettre aux gens ensuite d'exercer le libre choix. Que ce soit en matière d'équité salariale, évidemment, on ne dirait jamais, écoutez, mais c'est parce que les femmes n'ont pas vraiment besoin de 100 cents sur chaque dollar, donc on va leur donner moins. Non, évidemment. C'est la même chose en matière d'égalité raciale, c'est la même chose en matière des droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis. C'est évidemment la même chose pour les francophones et les Acadiens. Ça a passé comment, ça, quand elle a dit ça, la juge? Mal, très mal. Comme juriste, on était sidérés. C'était la première fois que cette logique-ci, cette logique de puisqu'il y a un doute que le droit réussira à atteindre son objectif, donc on permet à un gouvernement de laver ses mains et de ne pas essayer, c'était la première fois que cette logique a été retenue, que ce soit en droit linguistique, que ce soit en droit de l'égalité, en matière des droits fondamentaux au Canada. C'était une première pour les avocats, puis ensuite, imaginez pour les clients. Tu vas expliquer ça, c'est parce que la juge dit que votre enfant... C'est une logique de « ça sert à rien ». Ça sert à rien. Ou du moins, tôt ou tard, ça ne réussira pas, donc n'essayons pas. Il y a deux différentes lois, là, j'ai la terminologie, je ne suis pas sûr, au niveau de la Charte des droits et libertés ou de la Constitution canadienne qui sont en ligne de compte ici. Oui, donc l'article 23 est premier. L'article 23, c'est la disposition qui fait en sorte qu'à Montréal, qu'à Québec, qu'à Hull, qu'à Chicoutimi, on a des écoles de langue anglaise financées sur les fonds publics. C'est la même disposition qui fait en sorte qu'à Vancouver, qu'à Kamloops, qu'à Nelson, qu'à Port-Alberni, on trouve la même chose pour les francophones. Cette instruction doit être équivalente et doit être fournie là, dès que le nombre le justifie. Ah, voilà. Merci, monsieur. Oh my God, merci. Intervient ensuite l'article 1er. OK. En 82, quand on écrit la Charte canadienne, on prévoit une façon pour que le gouvernement puisse, de façon exceptionnelle, justifier une enfreinte à un droit. Donc, prenons un exemple. On accepte que parfois les policiers vont pouvoir fouiller quelqu'un sans mandat si c'est la fin du monde. Si on pense vraiment qu'il y a une bonne raison de croire qu'il y a une bombe dans le sac à dos, on accepte que, bon, ça ne devrait pas se faire, et que s'il faut vraiment... On n'a pas le choix. Exact. OK. Mais c'est un seuil qui est quand même difficile à rencontrer. Dans les autres droits, que ce soit en matière d'égalité ou en matière linguistique, est-ce que l'État devrait pouvoir discriminer contre les femmes ou ne pas mettre en œuvre l'article 23 parce que ça coûte trop cher? C'est ce que la juge a conclu. Écoute, cet argument-là ne peut pas tenir la route ici en Colombie-Britannique. Pendant le procès, vers la fin du procès, le surplus provincial, veux-tu deviner? La province n'était pas en difficile du tout, là. 100 millions de dollars de surplus, pas accumulés, dans une seule année. Ce qui est étonnant, c'est que l'argument ait tenu la route. Oui, c'est ça. Justement. Sachant qu'il y avait énormément d'argent dans les coffres. Justement. Mais écoutez, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a accepté. Et puis, on verra ce que la Cour suprême du Canada va nous dire. On a presque réussi à rayer de la carte la culture, la présence francophone en Colombie-Britannique. Et ce qui donne des frissons quand on passe un peu de temps ici en Colombie-Britannique, quand on parle aux gens ici,
c'est à quel point la tentative d'éradication n'a pas fonctionné, puis à quel point les choses reprennent. Et à quel point aussi, et surtout peut-être, la majorité anglophone et allophone accueille comme jamais sa présence francophone. On en est presque fiers. Bon, peut-être pas assez, là, ça prendra un peu plus d'argent pour quelques écoles de plus, mais les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé, que ce soit à Vancouver, à Victoria ou ailleurs. Ce n'est pas la même dimension et ça donne espoir. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui. Grâce à leur ténacité, à leur courage, à leurs efforts, c'est toute une génération de jeunes qui va pouvoir recevoir une éducation de qualité en français. Ça, c'est mieux que n'importe quoi moi j'ai jamais fait.